C'est pas très sorcier. Je vais effectivement parler de Bates Motel. Je me disais que j'ouvrirais quelque chose que je fais souvent, mais avec une petite citation glanée sur un des articles qui m'a été donné de consulter dans la recherche que j'ai menée, que je trouve qui met un peu la table pour là où j'aimerais aller. Donc, de nouvelles possibilités, je traduis là, les citations. De nouvelles possibilités narratives se créent lorsqu'une adaptation prend des libertés par rapport à son œuvre source. Cela fait souvent en sorte que la trame narrative se trouve enrichie par ces changements. Donc, évidemment, je pense que c'est le moins qu'on peut se dire. Puis, avec la présentation de Gabriel tantôt, en tout cas, il me semble qu'il y a un lieu, je cherche Gabriel, là, je le vois. En tout cas, je pense qu'on va avoir un midi le fun à jaser. Mais bon, fort d'une franchise bien établie au fil des décennies, l'univers narratif de Psycho s'est vu largement étendu avec l'arrivée de Bates Motel en 2013. Contrairement au roman éponyme de Robert Bloch, en tout cas, je ne sais jamais comment le dire, et à son adaptation iconique par Alfred Hitchcock, et contrairement aux suites littéraires et filmiques qui ont vu le jour depuis, Bates Motel situe son action avant les événements de l'œuvre initiale. On peut ainsi voir dans le jargon plus typique un prequel, ou comme on pourrait dire un antépisode. Un antépisode donc qui serait centré sur l'adolescence de Norman Bates et le développement de son trouble psychotique. J'y vois personnellement un antépisode malgré le rapport certes complexe entre cette série télévisée et la notion plus traditionnelle du terme antépisode. Mais c'est justement à partir de cette complexité que j'aimerais, dans ce qui suit, situer Bates Motel en rapport avec son œuvre source. Oui, la série en question s'intègre parfaitement dans une certaine tendance télévisuelle pour les débordements narratifs, et la série implique beaucoup plus activement son spectateur dans la construction de ses récits, mais je dirais aussi beaucoup de ses référents. C'est donc avec ce rapport entre télévision contemporaine et narration complexe que je propose d'explorer la série Bates Motel et plus spécifiquement sa 5e saison. Je vais parler en fait de l'ensemble des saisons, mais vers la fin, j'aimerais vraiment m'attarder à la 5e qui nous amène un peu ailleurs. C'est sûr que en très mauvais français et en très bon anglais, spoiler alert sur toute la ligne pour les prochains 20 minutes. Donc, cette saison incarne effectivement le moment où l'antépisode empiète sur l'œuvre d'origine pour se jouer des frontières entre le remake, le reboot, l'antépisode et même, dans une certaine mesure, la continuité rétroactive, le retcon. Donc, Bates Motel s'insère dans un paysage télévisuel marqué par la croissance des complexités narratives, un phénomène qui s'observe au cinéma depuis au moins les années 90, moi je dirais un peu avant, mais bon, c'est le consensus qui semble s'arrêter sur les années 90. Mais alors que le cinéma se tourne de plus en plus vers diverses stratégies qui en complexifient la forme, la sérialité propre à la télévision permet également des explorations narratives qui dégagent un grand plaisir pour le spectateur averti. Résistant à la tentation d'appliquer à la télévision les concepts narratifs du cinéma, Jason Mittel propose d'étudier la télévision contemporaine en fonction d'une terminologie qui serait propre au médium. Il voit dans cette télévision contemporaine une période riche en exploration et en innovation narrative. Je m'arrête ici à la première des citations que vous avez là, où il semble croire que, à travers le paysage télévisuel actuel, c'est vraiment les séries les plus innovantes et les plus éclatées dont on va se souvenir encore dans 20-30 ans. Pour lui, la complexité narrative télévisuelle se veut, et je cite, une redéfinition des formes épisodiques sous l'influence de la narration sérielle. Rajoutant la nécessité du bouclage d'une intrigue à chaque épisode, plus typique à la forme épisodique conventionnelle, la complexité narrative est à l'avant-plan de plusieurs récits en continu à travers plusieurs genres télévisuels. Donc, par exemple, et c'est un exemple facile, les sitcoms se reposent typiquement sur une forme épisodique, où chaque épisode va déployer, mais va aussi finir par boucler une trame narrative autonome, malgré peut-être un arc narratif un peu plus élargi sur l'ensemble, par exemple Ross et Rachel dans Friends, bon, tout ça. Les séries télévisées contemporaines délaissent régulièrement cette forme afin de se plonger dans des explorations narratives diverses. Bates Motel s'inscrit de toute évidence dans cette tendance vers la créativité narrative télévisuelle. Pour mieux situer la série sur le plan narratologique, je voudrais avant tout revoir et fixer certains concepts se rapportant aux univers étendus, puisqu'effectivement, on est devant un univers étendu. En effet, la terminologie employée pour décrire Bates Motel est pour le moins hétérogène. On la décrit parfois comme un antépisode, je le fais depuis tantôt, mais plusieurs éléments de la série viennent en problématiser le rapport à l'œuvre source, de sorte que la série tient également de la reprise et même, à certains égards, du reboot.
Dès le premier épisode, le spectateur attentif peut même déceler les germes d'une continuité rétroactive, notamment l'addition de personnages. Il y a la question de la chronologie aussi, je vais y revenir. L'ajout du demi-frère de Norman, par exemple, Dylan, dont l'existence vient renforcer la dynamique familiale fort dysfonctionnelle des Bates. Mais malgré ces nombreux ajouts, les premières saisons de la série s'apparentent avant tout à l'antépisode dans la mesure où elles participent à construire le Norman Bates du film de Hitchcock. On peut d'ailleurs situer Bates Motel par rapport à la perspective que Paul Sutton propose sur l'antépisode, que lui définit comme étant, je cite, structuré par la logique de l'après, de sorte qu'il possède une double temporalité lui permettant à la fois de précéder et de faire suite à l'œuvre originale. La série, selon moi, s'inscrit de toute évidence dans cette double temporalité. Dans un article qui s'attarde à la réarticulation de la sérialité télévisuelle dans l'émission Bates Motel, mais aussi dans l'émission Hannibal, Andrew Scahill, que je vais citer beaucoup dans ce qui suit, effectue un détour conceptuel que je considère crucial ici afin de mieux situer la série Bates Motel dans le jargon narratologique. Rappelant que l'antépisode équivaut en quelque sorte à un long métrage analeptique, il note d'emblée que les deux émissions s'apparentent à des antépisodes vis-à-vis d'un texte original. Il souligne parallèlement que les deux séries abandonnent la continuité chronologique, établissant leur récit dans un contexte narratif contemporain. Sur ce point, Bates Motel s'apparente également au reboot, un mode de reprise que Scahill décrit comme étant devenu populaire pour promouvoir des films et autres produits médiatiques qui revisitent des univers narratifs familiers en en modifiant l'histoire d'origine, l'approche narrative ou l'esthétique artistique. Poursuivant dans cette veine, il ajoute que si le remake est normalement réalisé dans un esprit de vénération envers l'œuvre originale, le reboot fait également contraste avec l'original. Le terme reboot suppose que la franchise initiale s'est essoufflée, comme si une répétition incessante de suite avait dépourvu le texte original de sa vitalité. Je note ici que, tu sais, le Psycho, qui est comme un peu le prototypique film d'horreur post-années 60, puis le film d'horreur, le slasher, qui, lui, est victime de ce qu'on voit ici, là, le trop de suite. Alors, je trouve qu'il y a un intérêt ici au niveau du genre qui est exploré. En somme, toujours, je cite, le reboot tente de rendre lisible et moderne une narration familière, oui, le tout dans un style visuel plus contemporain. À travers une discussion des différents modes analeptiques à l'œuvre dans Bates Motel, Scahill en vient à constater que si les suites découlent d'un refus de voir une histoire s'est terminée, et si les remakes découlent d'une volonté de raconter à nouveau la même histoire, il faut considérer le reboot comme, je cite, le désir de rendre certaines histoires pertinentes à nouveau. Le reboot veut secourir l'œuvre initiale des effets du temps. C'est ici que la contribution de Scahill à cette typologie narratologique me paraît particulièrement pertinente. C'est qu'il accepte l'apparence simultanée de Bates Motel à la fois au prequel et au reboot et va proposer le terme preboot pour décrire le mode narratif sous lequel se décline l'émission Bates Motel. Contrairement à l'antépisode plus typique, la série se permet plusieurs libertés, la plus évidente étant son rapport à la temporalité. Bon, le Psycho de Hitchcock était parfaitement ancré dans son époque, mais de notre côté, Bates Motel se permet de nous présenter un jeune Norman Bates qui envoie des textos avec son iPhone, qui se rend même dans un rave. Mais il faut noter que malgré tout ça, la série se garde bien de déraciner Norman et Norma de leur aspect atemporel. Toujours Scahill qui mentionne que, je cite, « Plutôt que de transporter Norma et Norman dans le monde contemporain, la série utilise l'inertie chronologique dans le but de les coder comme étant en retrait de la modernité. » Puis là, on peut sortir un paquet d'artefacts, la voiture de Norma, la décoration de la maison, la musique rétro que Norman écoute, l'habillement. J'aurais pu vous inonder d'images, j'ai choisi de ne pas le faire. Mais bon, cette atemporalité permet aux spectateurs de se situer dans l'univers familier de Psycho afin d'assister à la construction des événements menant au film, le tout en ouvrant les plus grandes possibilités narratives possibles. La question du plaisir spectatorial vers laquelle je vais me tourner maintenant, elle est centrale dans cette tendance vers des séries télévisées plus engageantes sur le plan cognitif. Pour Mittel, le plaisir spectatoriel propre aux complexités narratives télévisuelles est indissociable de ce que lui nomme l'esthétique opérationnelle, ce que je l'ai dit en anglais, c'est-à-dire un mode d'implication ludique centré sur la construction et sur la forme de l'émission. Par la mise en place d'une esthétique opérationnelle, le plaisir spectatoriel tourne moins autour de ce qui va être raconté, mais beaucoup plus autour de comment ça va être raconté. Comme Mittel le formule,
En s'impliquant avec de telles émissions, les spectateurs se trouvent à la fois impliqués dans un univers narratif captivant, bon, c'est le cas avec à peu près tous les récits efficaces, mais ils se trouvent aussi centrés sur les processus discursifs propres à la narration et nécessaires pour construire la complexité et le mystère des séries contemporaines. C'est ainsi que ces émissions font de leurs spectateurs des narratologues amateurs qui se conscientisent face à l'utilisation des ruptures des conventions. Donc, à travers leur recours à une esthétique opérationnelle, les saisons initiales de Bates Motel s'attendent déjà à créer un plaisir spectatoriel engageant. D'emblée, ce plaisir lié à l'esthétique opérationnelle se manifeste vraiment de façon dynamique dans les productions qui étendent des univers narratifs de films aussi iconiques que Psycho, parce que c'est sûr que c'est pas rien. Et tout comme c'est le cas avec les suites, les antépisodes et les pre-boots doivent se lire comme une continuation du texte original, et ce, même si leur action se déroule dans une chronologie antérieure. Et si la suite peut provoquer un certain plaisir dans la reconnaissance d'événements familiers, la répétition dans les antépisodes prend la forme de prémonition ou de mise en cause d'événements à venir. Bien entendu, ce plaisir est au centre de la trame narrative de Bates Motel, et ça, dès les premiers épisodes de la série. Il y a un plaisir de reconnaissance vraiment immédiat quand on commence à écouter cette série. Bon, la fascination de voir un jeune Norman Bates, que j'ajouterais, était très bien casté, pour aussi y aller avec des anglicismes. Donc, mais aussi le plaisir de voir Norma, qui n'apparaît à peu près jamais vivante dans l'ensemble de l'univers étendu de Psycho. Bon, il y a évidemment le plaisir spectatorial évident de voir la maison, mais aussi la transformation du Seafarer Motel en cet iconique endroit qu'est le Bates Motel. Dans cette veine, les changements apportés ne font qu'accentuer le plaisir spectatoriel des téléspectateurs avertis. L'esthétique opérationnelle et son plaisir de reconnaissance par rapport à l'ouvrage source se déploient également sous l'égide de la répétition. Tout comme le souligne Scahill au sujet toujours de Bates Motel, mais aussi de Hannibal, la structure en pre-boot de ces émissions repose sur la connaissance spectatorielle des événements à venir, ce qui suscite une forme particulière de plaisir spectatoriel. On peut observer de telles répétitions tout au long de la série, et ce, dans les moindres détails et souvent dans les détails les plus surprenants. Par exemple, dans la saison 5, à un moment donné, Norman va avoir le même moment d'hésitation avant de donner la clé de la chambre 1 à Sam Loomis qu'il a en donnant cette même clé de cette même chambre à Marion Crane. Donc, pour ce qui va avoir une couple d'extraits, c'est toujours Psycho à gauche, Bates Motel à droite, dans un but de comparaison. Scahill observe d'ailleurs que l'usage de la répétition dans Bates Motel se fait également sous le mode de ce que lui nomme la réflexion inversée. Ça confère une certaine dimension spéculaire à la série et son rapport au film de Hitchcock. Par exemple, dans la saison 1, quand on apprend que c'est Norman qui est responsable de la mort de son père, on assiste à une séquence où Norma va nettoyer la scène du crime. Cette séquence est filmée avec une caméra flottante, de sorte à rappeler la séquence dans Psycho, où c'est Norman qui nettoie la scène du crime, le meurtre de Marion dans la douche, qu'on attribue initialement à la mère, à Norma. On peut voir dans la saison 3 des dialogues aussi qui fonctionnent sous le mode de la répétition inversée. Un des exemples que je trouve vraiment flagrant, c'est au moment où Norma, dans la saison 3, va tenter de rassurer Norman qui commence à sentir qu'il perd parfois sa sanité. Elle va lui dire « We all go a little mad sometimes, Norman, we can't help it ». Ce dialogue fait écho au moment dans Psycho où c'est Norman qui tente de justifier le comportement de sa mère en disant « It's not like my mother's a maniac or a raving thing, she just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes ». Évidemment, c'est la base dans cet univers. Donc, il y a manifestement un plaisir lié à l'esthétique opérationnelle présente dans les innombrables références et les répétitions inversées que nous propose la série, ou du moins est-ce le cas dans les 4 premières saisons, ce qui m'amène à parler de la saison 5 et voir peut-être comment ça nous amène au-delà du fameux univers du pre-boot. Parce que Scahill propose qu'il est possible que le pre-boot contredise l'univers narratif familier du film original. Mais comme les spectateurs s'attendent à ce que l'univers du pre-boot finisse par croiser celui de l'œuvre originale, ces narrations revêtent un ton résolument édipien. Malgré tous les détours narratifs, le sort des personnages est jeté. Dans cette veine, Bates Motel demeure fidèle à son film source, et la fin de la 4e saison nous permet même de comprendre les détails ou les circonstances entourant la mort de Norma, mais aussi le rôle qui joue Norman, parce que c'est un peu la grosse question qui traverse la série. Par contre, d'ailleurs, moi, quand je suis arrivé à la saison 4, je suis dit, OK, mais là, Norma est morte, où est-ce qu'on s'en va maintenant? Et c'est là que, dès les premiers épisodes de la saison 5, il est possible de voir la série se déployer sous un tout autre mode que celui du pre-boot, au sens où je l'entends depuis tantôt, du moins.
Alors que les saisons 1 à 4 mènent vers les événements du film dans l'esprit du pre-boot, la saison 5 se joue de nous comme spectateurs en opérant sous un tout autre mode qu'on découvre très graduellement, celui de la réécriture. Les références demeurent, tout comme l'esthétique opérationnelle, mais dès le début de la saison, des noms familiers se présentent à nous sous un autre jour. Dans les premières scènes de l'épisode 1, par exemple, Norman va se rendre à la quincaillerie puis va rencontrer la nouvelle propriétaire. Quand ils vont se présenter l'un à l'autre, on va apprendre qu'elle se nomme Madeline Loomis, qui va comme un peu... Ah ouais, Loomis. Et on va rapidement apprendre qu'elle est mariée à Sam Loomis. Il s'agit ici d'un ajout de personnage parce que dans Psycho, Sam Loomis, il est divorcé, il est l'unique propriétaire de la quincaillerie. Mais comme si les scénaristes voulaient vraiment insister sur une forme d'esthétique opérationnelle, on a cette insistance sur le nom de famille Loomis au point où, dans une scène ultérieure dans le même épisode, Norman va parler à Norma de sa rencontre. Puis Norma va dire « Loomis, that's a funny name ». Alors, on nous lance un peu des indices. Tout est fait pour que le spectateur se pose rapidement des questions en lien avec le déploiement narratif du film de Hitchcock, tel qu'il est repris dans Bates Motel. Tout comme dans Psycho, le Sam Loomis de Bates Motel entretient une relation avec Marion Crane, une jeune secrétaire juridique. Par contre, il y a une réécriture monumentale, je trouve, en ce qui a trait au personnage de Sam, mais surtout de Marion. Cette dernière est incarnée par la chanteuse Rihanna, ce qui lui confère d'emblée un aspect qui n'a rien à voir peut-être avec la demoiselle en détresse typique qu'on peut voir avec Janet Leigh dans le film de Hitchcock. Dans le film, Sam n'est pas en mesure de marier Marion parce qu'il est endetté. Dans Bates Motel, Sam va utiliser ce scénario de l'endettement afin de cacher à Marion qu'en fait, il est marié. Dans les deux récits, Marion va se retrouver en possession d'une somme d'argent importante qui lui est confiée par le notaire pour qui elle travaille. Elle va saisir l'occasion, elle va s'enfuir avec l'argent pour rejoindre Sam. Et dans les deux cas, c'est un peu dans l'espoir que l'argent puisse faire en sorte qu'ils puissent enfin être heureux, recommencer à nouveau ensemble, etc. Dans les deux récits, elle se fait même intercepter par un policier sur sa route vers Sam. Et bien sûr, les deux récits voient Marion aboutir au Bates Motel par une nuit torrentielle. Sa rencontre avec Norman va faire fortement écho à la rencontre dans le film de Hitchcock. Comme en font foi les dialogues ici. Ah, je suis allé trop loin, désolé. C'est ici. Donc, la même nuit torrentielle. Et on peut voir dans les dialogues, j'ai pas mis le son là, pour pas, ça fait un peu cacophonique, mais dans les deux cas, Norman s'excuse de ne pas l'avoir entendu. Il ne pouvait pas l'entendre avec toute cette pluie. Okay? Alors, on a vraiment une reprise ici. Il va avoir la même hésitation avant de donner la fameuse clé de la chambre numéro 1, qui est tout juste à côté du bureau. Ici, on a vraiment même cette espèce de réflexivité inversée, là, puisque les plans sont vraiment quasiment en symétrie inversée. Ensuite, tout comme dans le film, il y a évidemment la Marion de la Bates Motel qui va prendre une douche une fois seule dans sa chambre. Et si les cadrages et la mise en scène de cette séquence vraiment iconique ressemblent beaucoup à sa version originale Hitchcockienne, la caméra semble s'attarder plus longtemps sur le rideau de la douche. Parce qu'évidemment, et je le sais pour l'avoir vécu, on s'attend de voir Norman arriver. Et si on regarde, ça dure après une minute, là, je prends le temps. Bon, on a un peu des plans, c'est pas un remake là, au sens où Gus Van Sant l'a fait à la fin des années 90. On a plutôt vraiment un autre mode narratif ici. Mais on est dans le même univers. Mais au moment où on va voir Norman apparaître derrière le rideau, du côté gauche, Rihanna, de son côté, sa Marion à elle, va comme tendre l'oreille. Il me semble que j'ai entendu quelque chose. Mais non, elle continue à prendre sa douche. Et bon, évidemment, il y a la séquence du meurtre qui, pendant ce temps-là, nous, à droite, dans Bates Motel, on s'attend vraiment de voir Norman arriver derrière le rideau de douche. Mais évidemment, il arrive jamais. Moi, je sais que j'étais quasiment frustré. J'étais là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Puis là, qu'est-ce qui arrive? Paf! Marion de Bates Motel va interrompre subitement sa douche et dire « Screw this shit! » Alors ça, c'est un énoncé que je trouve vraiment puissant. Évidemment, son Screw this shit, il s'adresse à sa situation avec Sam, mais ça s'adresse aussi aux attentes spectatoriales, évidemment. Et la féministe Jane Caputi a déjà critiqué la violence normalisée, elle le fait toujours évidemment, mais la violence normalisée à l'endroit des femmes au cinéma. Mais elle s'est déjà demandé dans Goddesses and Monsters s'il était possible d'imaginer qu'un film à succès présente le meurtre d'un jeune homme désirable, nu et terrorisé, comme le fait Psycho pour la femme. Alors avec son Screw This Shit, la Marion incarnée par Rihanna se décide d'aller confronter Sam, mais
son dialogue, il incarne également, et selon moi surtout, une confrontation radicale des rôles genrés et une réécriture vraiment tout à fait radicale, encore une fois. Et au final, c'est Sam qui se fait poignarder dans la douche par Norman. Et encore une fois, on a, sous le mode de la reprise, le même espèce de zoom-out de l'œil de la victime de Norman. Alors, on a encore une fois des clins d'œil vraiment très persistants et très importants qui sont adressés au matériel source de cet univers. Donc, avant de terminer, j'aimerais aborder une dernière facette de la réécriture qu'offre la saison 5 de Bates Motel, et c'est à travers le personnage de Chick que la série semble s'approcher à certains degrés d'une mise en abîme aporétique, voire peut-être même d'une métalepse, une question qui personnellement j'aime beaucoup. Alors que Chick est un personnage qui gravite autour de la famille Bates depuis la saison 3, sa position dans la saison 5 vient créer une rupture dans le pacte de la représentation puisqu'il devient peu à peu, ou semble devenir, selon moi en tout cas, une mise en abîme de Robert Bloch, l'auteur du roman Psycho. Il se pose dès lors comme un observateur dans la saison 5. Il va refuser carrément d'intervenir dans le scénario à plusieurs moments. Il va enregistrer ses conversations avec Norman, mais aussi avec la Norma qui est absente, mais qui est dans la tête de Norman. Il va même s'acheter une dactylo et se présenter du coup comme un écrivain. Et quand on va lui demander ce qu'il écrit, il va répondre « True Crime », une réplique avec une résonance vraiment importante quand on connaît les spéculations sur le roman de Bloch et certains faits réels dans les années 50. Dans l'épisode 4 de la saison 5, Chick va même dire à Norman, puis là, moi, je trouve que c'est too much, « I'm working on a suspense novel. I think in the right hands, when it's completed, it'll make quite a good little movie. » Okay, alors, il dit ça après toutes ces observations. Alors, vraiment, on a une problématisation de sa position dans le récit, et c'est mort affalé sur ce dactylo qui va être retrouvé à la fin de la saison. Alors, un autre divulgateur, désolé. Somme toute, cette saison finale pousse beaucoup plus loin l'esthétique opérationnelle mise de l'avant dans les 4 saisons précédentes. Et en 2016, donc avant l'arrivée de la saison 5, Scahill affirmait que si le spectateur cynique peut potentiellement voir dans Bates Motel une réitération conservatrice et vide d'une œuvre existante, l'émission offre dans les faits une expérience spectatorielle beaucoup plus complexe. Il affirme même que la série est un produit culturel unique digne d'être étudié. À la lumière de ce que la 5e saison ajoute sur le plan narratif et référentiel, tout porte à croire qu'il y aurait effectivement lieu de pousser beaucoup plus loin l'analyse de cette série. Car si les remakes, les reboots, les prequels, même les pre-boots, dans une certaine mesure, pullulent dans le paysage télévisuel, Bates Motel se distingue à la fois comme pre-boot, mais aussi comme réécriture d'une œuvre iconique. Et en tuant Norman à la fin, ultime divulgateur, on assure l'absence des suites un peu trop sérielles à venir. Et voilà, merci.